Héraclite, ces dates. 500 C'est ça. 560. C'est ça, à peu près, parce que bon, c'est très approximatif dans la mesure où on À peu près sait... 520, 560. 460. Ah ouais, mais il fallait pas regarder. Bon, moi je regarde aussi. C'est bien d'avoir noté quand même. Approximatif, parce qu'on sait vraiment très très peu de choses de sa vie. Donc, bon, à prendre avec prudence, mais c'est donc à cheval sur le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, effectivement, on dit 520, 460. Bon. Et il fait partie de ces philosophes qu'on appelle les présocratiques. Alors, je ne reviens pas, parce que là, on pourrait faire trop de choses en arrière. Alors, la tradition, alors certains disent la légende, moi je préfère dire la tradition, attribue à Héraclite le fait d'être l'auteur de tablettes gravées, un certain nombre de tablettes gravées qui auraient en fait constitué un ouvrage, un livre par entière, et ces tablettes, il les aurait déposées lui-même dans le temple d'Artémis à Éphèse, puisque on dit, la tradition dit aussi que Héraclite serait né à Éphèse. Alors, de cette œuvre, il reste à ce jour, à peu près tout le monde se met d'accord là-dessus, 126 fragments jugés authentiques, si tant est que on puisse vraiment dire que c'est authentique, mais enfin, disons, c'est acté comme ça aujourd'hui. 126 fragments authentiques, auxquels s'ajoutent 15 fragments plus douteux. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, à qui j'ai envoyé les traductions de Simone Weil, des fragments auxquels je fais souvent référence, il y en a plus, donc ne vous étonnez pas. Elle a intégré des fragments jugés suspects, disons. Parce que le style ne ressemble pas exactement aux autres, enfin, on n'est pas sûr. Alors, on avait évoqué Diogène Laërce la semaine dernière, qui est ce fameux biographe du IIIe siècle, donc qui écrit 7 à 8 siècles après Héraclite. Et il consacre, comme à beaucoup d'autres philosophes, une notice. Et il écrit ceci, qui est quand même vraiment intéressant. Le livre qu'on lui attribue traite d'un bout à l'autre de la nature. Parce qu'on suppose que ce livre se serait appelé « Sur la nature ». Donc, il traite d'un bout à l'autre de la nature, mais il est divisé en 3 parties. Vous voyez, on a là quelques précisions. 3 parties. Sur le monde, sur la politique et sur la théologie. Donc, pour ceux qui auraient eu en main le livre complet, il y aurait ces 3 parties. C'est assez vaste, le monde, la politique, alors ça c'est franchement moins connu, et la théologie, c'est-à-dire la notion des dieux, des croyances, des superstitions, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et on raconte donc qu'il aurait déposé en offrande sur l'autel d'Artémis, donc je continue la citation de Diogène Laërce, il le déposa en offrande sur l'autel d'Artémis après l'avoir écrit en termes obscurs à dessein, dit-on, afin que seuls des gens capables puissent le lire et de peur qu'un style ordinaire ne le rende méprisable. Ça, c'est Diogène Laërce. On l'avait vu la semaine dernière, il avait une image assez peu flatteuse d'Héraclite. Mais là, bon, ça c'est plus des faits, disons, qu'il rapporte sur cette structure du livre sur la nature et qu'il le déposa en offrande sur l'autel d'Artémis. Alors ça c'est intéressant parce que comme il va beaucoup parler des superstitions et d'anthropomorphisation, comme on l'avait vu des dieux la semaine dernière,
Ça prouve qu'il a quand même un aspect de dévotion, un esprit d'offrande pour la déesse Artémis, après l'avoir écrit en termes obscurs à dessein. Vous savez qu'on le surnomme parfois Héraclite l'obscur. Vous avez déjà pu voir la semaine dernière que ce n'était pas usurpé. Et par contre, il dit afin que seuls des gens capables puissent le lire. Donc en toute humilité, nous pouvons nous considérer aujourd'hui capables de le lire, en tout cas assez courageux pour s'y attaquer, et de peur qu'un style ordinaire ne le rende méprisable. Donc ça explique ce côté sibyllin, ce côté énigmatique, ce côté aussi extrêmement concis, condensé, synthétique de ces fragments. Pour probablement créer, alors à dessein ou pas, on ne sait pas, mais un style tout à fait percutant. Ce témoignage de Diogène Laërce, auquel s'ajoutent d'autres témoignages de contemporains d'Héraclite, permettent de comprendre que, au-delà de ces fragments, il y avait un livre complet dont les fragments seraient des morceaux. Et donc on ne peut que regretter la perte de ce livre parce que ça aurait été vraiment une richesse extraordinaire de l'avoir, mais à ce jour, on ne l'a pas trouvé. Et donc, il est resté célèbre, cet Héraclite, toujours selon Diogène Laërce, par sa prétention d'avoir parlé en écoutant la nature même, c'est-à-dire en étant en contact direct avec la nature, et pour dire des choses que personne n'aurait découvert avant lui. Alors ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on dit de tous ces pré-socratiques, que d'avoir apporté un certain nombre de visions, de connaissances jusqu'alors inconnues. Alors, il y a notre cher Plotin. Plotin, fondateur du néo-platonisme, début du siècle, début de l'ère chrétienne, Plotin, qui dit quelque chose de très intéressant sur Héraclite. Il semble enseigner au moyen d'images, sans avoir le souci de nous rendre claire sa doctrine. Ça, je trouve ça intéressant, parce que comme on va associer Héraclite aussi à la notion du logos, et que le logos, c'est plutôt, quand on va le voir, c'est très complexe, mais c'est plutôt la parole, le savoir, la logique, la raison. Ce que dit Plotin est vraiment intéressant. Il semble enseigner au moyen d'images. Et je crois que vraiment, c'est une clé. Je vous avais dit la semaine dernière, plus des fulgurances, des captations, qu'un raisonnement sur la nature, sur le monde. Donc, image, oui. Parce que c'est vrai que même si on ne comprend pas vraiment, ou si ça reste très énigmatique, très mystérieux, il y a la puissance de l'image. Enfin, je ne sais pas si vous les avez lus, certains les ont relus cette semaine. Il y a des choses qui, quand même, restent, qui impactent. Donc, il semble enseigner au moyen d'images sans avoir le souci de nous rendre claire sa doctrine. Peut-être pense-t-il qu'il nous faut chercher par nous-mêmes, tout comme il a cherché et trouvé par lui-même. Peut-être pense-t-il qu'il nous faut chercher par nous-mêmes, tout comme il a cherché et trouvé par lui-même. Et ça, je trouve, c'est vraiment, là aussi, une clé, puisqu'il dit souvent que les hommes sont sourds, sont ignorants, alors qu'ils auraient toute la possibilité de ne pas l'être. Et donc, ça suppose, ça c'est un peu aussi l'hypothèse que je fais, qui serait presque un ancêtre de Socrate dans ce fameux « connais-toi toi-même ». Et cette suite de phrases que parfois on dit, et même si on n'en a pas tout à fait la source exacte, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et donc, c'est peut-être effectivement à dessein
qu'Héraclite nous donne des pistes, et après, bon, vous cherchez par vous-même, et peut-être, vous trouverez. Il y a peut-être pense-t-il qu'il nous faut chercher par nous-mêmes, tout comme il a cherché et trouvé par lui-même. Puisque lui, ce qu'il prétend, c'est que, il a cherché et il a quand même trouvé. Ce qui lui lègue. Hein. Il est le seul à cette époque-là à écrire comme ça, avec cette façon de raisonner. Il est le seul. Non, les autres présocratiques, on n'a pas trouvé grand-chose non plus. Donc c'est pareil, c'est des extraits, c'est des fragments, et c'est un style aussi fragmentaire, mais peut-être pas aussi tranchant, percutant. Là, avec Héraclite, il est certain, c'est très audacieux de dire certain, qu'il a envie de réveiller les consciences. Ce qui n'apparaît moins dans le style des autres, comme Thalès, ou Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, qui apportent des connaissances, des enseignements, mais peut-être, en tout cas, c'est moins visible dans les fragments qui nous restent. Il y a le fragment 116 qui vient un petit peu à l'appui de ce que dit Plotin. Le fragment 116 dit « À tous les hommes, il est accordé de se connaître eux-mêmes et de faire preuve de sagesse. » Vous voyez, c'est magnifique ça. À tous les hommes, il est accordé de se connaître eux-mêmes et de faire preuve de sagesse. Et ça veut dire qu'on est contradictoire parce qu'il ne veut pas en fait que ce soit abordable pour tout le monde. Non, c'est pas qu'il veut pas que ce soit abordable pour tout le monde. C'est que là, ça prouve que tous les hommes, tout le monde peut y arriver. Simplement, il y a un effort. Il y a un effort parce que c'est pas évident. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de traditions, il y a des énigmes, hein, même dans les contes, dans les mythes. C'est quoi une énigme? C'est un paradoxe, et Dieu sait si, on en a vu la semaine dernière, hein, des paradoxes. Mortel, immortel, immortel, mortel, enfin bon, hein, le sommeil, on va y revenir là-dessus. Mais, donc, c'est un paradoxe qui n'est pas, dont on ne peut pas trouver la solution de manière uniquement rationnelle. C'est ça une énigme. Les textes sacrés sont pleins d'énigmes. Les contes, vous lisez les contes de Grimm, il y a plusieurs contes où il y a une énigme à résoudre. Et c'est pas le plus intelligent. Vous savez, Héraclite qui dit, c'est pas parce qu'on a beaucoup de connaissances qu'on est intelligent. Et c'est pas le plus intelligent ou celui qui se croit le plus intelligent dans les contes qui y arrive. Celui qui résout l'énigme, c'est celui qui est humble, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, et qui est à l'écoute d'autres voix que celle de la raison. Qui a de l'intuition. Qui a de l'intuition, et qui peut capter ce que les autres ne captent pas, y compris le langage de certains animaux, qui paraissent tout à fait minables et anodins. Et c'est parce qu'il est humble, il a le cœur ouvert, il est plein d'amour, de dévotion pour la mission qu'on lui a donnée ou qu'il s'est donnée. Et c'est cette ouverture du cœur qui fait qu'il peut capter des choses. Et c'est ce qui lui permet de résoudre l'énigme. Et souvent, dans les contes, c'est par trois. Le premier essaie, il échoue. Le deuxième essaie, il échoue. Et le troisième, le benet, hein, le ravi, comme on dit chez nous, à la crèche, et ben il y arrive. Parce qu'il écoute ce que lui dit la grenouille, ce que lui dit l'oiseau, et il est sans préjugés. De dire, mais qui t'es-toi pour... hein? Ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'on est là, un peu, toute proportion gardée, dans ce même langage d'énigmes. Donc, ce sont des énigmes à résoudre. Et on ne va pas y arriver en décortiquant. Bon, par contre, immortel, mortel,
Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur sa table, mortel, immortel, immortel, mortel. Et c'est bon, et le laisser travailler. Et un jour, peut-être, on a l'illumination, le Eureka de notre ami Archimède, c'est ça? Oui. Dans sa mémoire. Voilà. Donc, Héraclite, en fait, ça c'est ce qu'on a vu, commencer à voir la semaine dernière, concilie deux hypothèses qui semblent en apparence contradictoires. Le fait que tout est changement, tout est perpétuel changement, tout change tout le temps, rien ne demeure identique, tout change. Et ce qui n'empêche pas qu'il existe un monde un et ordonné et qui est soumis à une loi éternelle. Une loi sempiternelle. Donc, tout se meut, tout change, on a étudié les 3 fragments qui parlent du fleuve, donc je n'y reviens pas, mais c'est à concilier avec le fait que ceci n'empêche pas qu'il existe un plan où il y a une unité, où il y a un ordre, où il y a une mesure qui, elle, est atemporelle. Donc, justement, ce à quoi nous invite Héraclite, c'est de découvrir, de faire l'effort pour découvrir derrière le changement et la mobilité de toute chose, ce qui reste sempiternellement le même. C'est pour ça que moi je le trouve vraiment fondateur, cet Héraclite, parce que en lui-même, il reprend les éléments aussi de Parménide. Donc, pour moi, l'opposition, elle est factice, l'opposition Héraclite-Parménide, parce que Héraclite contient ces 2 éléments. Le changement permanent, dû au jeu des contraires, et cette loi, cette unité, ce logos, il y a plusieurs noms, plusieurs notions, d'où tout est issu et où tout retourne, d'une certaine manière. Alors, ça c'est pour replacer un peu, pour nous rappeler un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Les témoignages de ses contemporains, ils sont extrêmement rares, parce qu'en fait, à son époque, au 5e siècle, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas cette tradition ou cette habitude qui viendra plus tard de conserver, de compiler les écrits des auteurs. Donc, ce sont des gens qui ont écrit, mais dont les disciples, parce qu'ils ont eu des disciples, n'étaient pas forcément conscients de l'importance de garder tout cela de manière écrite. Donc, on n'a pratiquement aucun témoignage de contemporains d'Héraclite. Et ce n'est pas propre à Héraclite, c'est propre à tous ces philosophes du 5e siècle. Du 5e, du 6e. Pour Pythagore, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a de Pythagore? Rien. On a les vers dorés de Pythagore. Et oui, mais ça, c'est bien postérieur. Et c'est une reconstitution de ce qu'on pense être le mode de vie pythagoricien. Si le triangle 3, 4, 5 est le fameux théorème de Pythagore. Mais pour le reste... Alors, ce qu'on croit savoir quand même, c'est qu'Héraclite est élu à son époque et qu'il dit, lui, qu'il n'a pas eu de maître, bon, à voir, et il aurait eu quand même quelques disciples, au moins quelques personnes qui auraient continué sa pensée. Et on en cite 2, on cite Épicharme et surtout Cratyle. Alors, j'insiste un tout petit peu sur Cratyle, C-R-A-T-Y-L-E, parce que c'est le plus connu des Héraclitéens, qui va venir donc un petit peu après, et surtout,
je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Cratyle, sur l'origine du langage, qui est un sujet extrêmement métaphysique aussi, parce que c'est pareil, il y a les mots qui évoluent, et puis il y a les racines. Donc, le langage, c'est un exemple justement de ce qui change tout le temps, mais aussi qui reste accroché à des racines immuables. Donc le Cratyle. Et donc, Cratyle est un philosophe héraclitéen, enfin un homme héraclitéen, dont se serait inspiré largement Platon. Donc, en plus de s'être inspiré de Pythagore, parce que ça c'est assez connu, Platon se serait inspiré d'Héraclite à travers ce disciple d'Héraclite, Cratyle. Donc, tout ça pour dire que il est beaucoup moins isolé qu'on veut bien le dire, sans maître, sans disciple, contemplant la nature. Bon, ça c'est un peu l'image d'Épinal. En fait, il est élu, il était connu, il s'inscrit quand même, comme on a vu, un peu dans la tradition de l'école de Milet, avec Thalès et les autres, et il a eu des continuateurs. Donc, vous voyez, c'est pas l'ovni qu'on présente souvent, Héraclite, l'obscur, le sibyllin, le mélancolique, le dépressif, etc. D'humeur chagrine. Bon. Et donc, c'est Platon qui va, en fait, permettre à cette vision d'être davantage connue. Il va, bien sûr, parler de Parménide aussi, Platon. Un de ses dialogues les plus compliqués s'appelle Parménide, justement. On s'y était attaqué il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si, merci. C'est complexe parce qu'il commente l'être est, le non-être n'est pas. Bon, c'est hyper métaphysique, hyper abstrait, mais Platon s'inscrit dans cette ligne. Donc, bien sûr, Platon est disciple de Socrate, mais il est aussi disciple des pré-socratiques, et notamment Héraclite, Pythagore et Parménide. Et il va apporter évidemment tout son génie pour formaliser, théoriser tout cela, apporter toute sa dialectique, mais vous voyez que la dialectique, c'est le jeu des contraires, il est déjà chez Héraclite. Alors, premier sujet, je vais reprendre, le jeu des contraires et la transformation des éléments. Le jeu des contraires et la transformation des éléments entre eux. La semaine dernière, on a vu que ce changement perpétuel, ce devenir perpétuel, permanent, vient en fait d'un jeu des contraires, d'une opposition de concepts contraires. C'est-à-dire que ce devenir d'Héraclite, il est constitué de manière structurelle et pas aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire dans tout ça, mais de manière vraiment structurelle et évidemment avec une grande signification, par ce processus, ce jeu, cette opposition des contraires. On a le fragment 126 qui dit « Le froid devient chaud, le chaud froid, l'humide sec et le sec humide. » Voilà, c'est le fragment 126. Je vous donnerai, si vous voulez, là, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais la photocopie des fragments dans une des traductions que j'utilise, pour que vous y retrouviez. Donc, le fragment 126, le froid devient chaud, le chaud froid, l'humide sec et le sec humide. Et le fragment 53, qui est peut-être un des plus cités après l'histoire du fleuve, fragment 53, qui dit « La guerre est le père de toutes choses et le roi de toutes choses. La guerre est le père de toutes choses et le roi de toutes choses.
De quelques-uns, elle a fait des dieux. De quelques-uns, des hommes. Des uns, des esclaves. Des autres, des hommes libres. Je répète, c'est le 53. La guerre est le père de toutes choses et le roi de toutes choses. Ça, c'est souvent le fragment qui est cité, qui est le plus célèbre. De quelques-uns, elle a fait des dieux, de quelques-uns des hommes. Comme toujours la guerre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre permet de distinguer, de différencier. Elle a fait des uns des esclaves, des autres des hommes libres. Ça, c'est la traduction assez courante de ce fragment 53. Je vous donne la traduction de Simone Weil, parce que vous allez voir qu'il y a une petite nuance intéressante. Je vous enverrai tout ça, si vous me donnez votre adresse mail, il n'y a pas de souci. La guerre est mère de toutes choses. Reine de toutes choses. Et elle fait apparaître les uns comme dieux, les autres comme hommes, et elle fait les uns libres et les autres esclaves. Bon. Actuel, Simone Weil. Qu'est-ce qui lui permet de dire mère à la place de père, ou à l'autre de dire père à la place de mère? C'est que, avec ce grec assez archaïque, on peut avoir vraiment, et c'est ça, aussi tout le problème des traductions, traduction, trahison, etc. Pourquoi on retraduit encore tout aujourd'hui? Parce que pour un mot, d'abord, tous ces érudits, ils y travaillent des mois et des mois, parfois sur une petite phrase ou sur un mot, et on peut effectivement, avec les accents, avec des choses peut-être aussi qui manquent, proposer des interprétations aussi différentes que celles-ci. Alors, c'est amusant parce que la plupart des interprétations, des explications, des exégèses du fragment 53 insistent sur cette notion masculine. Et la guerre, c'est Arès, c'est viril. Voilà. Et avec Simone Weil, patatras, la guerre est mère de toutes choses. Alors, pourquoi elle le dit? J'en sais rien, mais c'est parce qu'elle engendre. La mère est indiscutable, le père pas. D'accord. C'est une façon de voir les choses. Oui, mais aussi, moi je comprends après, tout est ouvert. Dans les énigmes comme ça, c'est l'intérêt. C'est celle qui va engendrer. Je me réfère, mais là je ne vais pas y revenir, à la notion de physis, qui précède celle de nature. Dans physis, il y a l'accroissement, il y a l'engendrement, il y a la notion de la graine qui devient l'arbre, du devenir des choses, ce que ne contient plus le mot nature, traduit en latin. Bon. Donc, c'est qui porte? C'est plutôt le côté féminin. On peut le comprendre aussi comme ça. Il y a aussi le fait que ce soit père ou mère, on ne va pas se disputer là-dessus, la guerre est le processus qui met les choses en confrontation et donc qui fait advenir ce processus créatif ou créateur de ces contraires. La paix, par rapport à... Il n'en parle pas, la paix, mais si on fait le contraire, justement, la paix serait une sorte d'équilibre statique, où rien ne bouge. Les choses sont figées. C'est intéressant, hein? Parce que là, on est en plein dans ce sujet. Si peut-être il y a un glacis avec nos fameuses provinces ukrainiennes passées sous autorité russe. Bon, voilà, on va avoir une paix, une fausse paix.
mais ça sera plus la guerre, enfin ce sera un autre type de guerre, c'est-à-dire que les choses vont peut-être se figer, peut-être, hein, on ne peut pas. Vous voyez, dans cet état de paix ou de pseudo-paix où on a trouvé une sorte de modus vivendi ou de consensus, plus ou moins accepté. Alors qu'avec la guerre, ça différencie. Ça différencie les hommes libres des esclaves, ça différencie les dieux et les hommes. Vous vous rappelez que dans les théogonies, y compris des Hésiode et tout ça, les dieux, ils sont engendrés par quoi? Mais par la guerre. Hein, quand même. Ouranos, il se fait basculer, Chronos, qui a avalé tous ses enfants, il se fait aussi assassiner. C'est violent. C'est violent, c'est la guerre. Tout ça, probablement, pour éduquer les Grecs, justement, à cette obsession et à cette peur de la démesure, de l'excès, de l'hubris, qui est leur principal souci. Parce que dans la guerre, oui, il y a de l'hubris. Il peut y avoir de l'hubris, de la démesure. Donc, vous voyez, c'est ça que... Alors, c'est vraiment très, très synthétique, hein, mais c'est peut-être ce que Héraclite veut dire. C'est-à-dire que tout est produit de la guerre, qui est le moteur, en fait, de cette dynamique des contraires. Ça va? On avance dans notre étude des fragments. Le fragment 88. Ce qui est en nous est toujours un et le même. Ah oui, pour le père du mobilisme universel où tout change, tout bouge, c'est quand même surprenant. Fragment 88. Ce qui est en nous est toujours un et le même. Deux points, vie et mort, veille et sommeil, jeunesse et vieillesse. Je répète, ce qui est en nous est toujours un et le même, vie et mort, veille et sommeil, jeunesse et vieillesse. Car le changement de l'un donne l'autre et réciproquement. Bon, mais c'est quand même assez clair là. Je dis rapidement la traduction de Simon Weil. C'est une même chose qu'être vivant et mort, éveillé et dormant, jeune et vieux. Ces choses sont changées les unes dans les autres et de nouveau changées. Vous voyez? Donc, il y a un changement et puis il y a un enchaînement, il y a un changement perpétuel. Donc, nous ne sommes ni jeunes ni vieux. Nous sommes jeunes et vieux, vivants et morts, en veille et dormants. C'est une même chose qu'être vivant et mort, éveillé et dormant, jeune et vieux. Ces choses sont changées les unes dans les autres et de nouveau changées. Attention, ce n'est pas un principe d'identité, de dire jeune égale vieux, vie égale mort, éveil, veille égale sommeil. C'est pas identique. C'est là où je pense que les images sont à faire venir. Ça me rappelle vraiment, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, mais je répète, la vision chinoise. Où, en fait, pour que le yin se transforme en yang et le yang en yin, il y a il y a un espace-temps intermédiaire. Il y a un intervalle qui permet ce passage de l'un à l'autre. Donc, il y a ces contraires et il y a un intervalle entre ces contraires parce que il y a quelque chose au-dessus qui les unit. Tiens, si on ne veut pas tomber dans une opposition radicale, manichéenne des contraires, d'un côté, il y a le blanc, le noir, la vie et la mort, parce qu'apparemment, ce n'est pas la vision d'Héraclite, hein, c'est tout change, tout bouge, tout s'oppose, tout se transforme. Il y a un intervalle dans lequel ce changement est possible.
il y a une mesure, et ça on va y revenir justement par rapport à la notion de l'hubris. Donc, ça veut dire que c'est pas identique, ces contraires ne sont pas identiques, puisque la notion du même ou de l'un précède et articule les deux termes. Et c'est toute une question de proportion et d'articulation des contraires. Et ça, les Chinois, ils l'expriment merveilleusement avec le yin et le yang. Puisqu'il y a toujours un peu de noir dans le blanc, il y a toujours un peu de blanc dans le noir. Là-dessus, vraiment, c'est ce qui m'a permis de comprendre cette histoire d'intervalle, puisqu'on dit toujours yin-yang. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est yin, yang, et puis l'espace intermédiaire où tout est en évolution, hein, en combinaison, en métamorphose. C'est François Cheng. François Cheng, j'adore François Cheng, il me prête encore un peu de vie. Il a écrit un livre qui s'appelle Vie des Pleins, l'art pictural chinois. C'est une œuvre de jeunesse avec des illustrations et tout ça, et parce que c'est énigmatique l'art chinois. Avec cette nature aussi, vraiment ça me fait penser à Héraclite, me fait penser au Chine. Et il explique très très bien, c'est parce que c'est pas très facile à expliquer, plus à sentir, à percevoir cette idée d'un intervalle qui permet les métamorphoses. Ce qui permet de ne jamais tomber dans une vision de l'absolu, une vision manichéenne, de choses qui s'opposent radicalement de manière absolue. Donc ça me semble vraiment très 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 fort dans Héraclite. Donc, le même n'est ni jeune ni vieux, il n'y a ni être jeune ni être vieux si on entend par là une constitution durable. Ça, on le sait. Le fragment 60, ça il est vraiment aussi très intéressant. Le chemin ascendant et le chemin descendant sont un et le même. On dirait, quand on monte, quand on est ravi ou quand on monte, c'est pas tout à fait la même sensation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le chemin, alors il y a d'autres traductions qui disent le chemin en haut et le chemin en bas sont un et le même. Bon, là j'insiste vraiment pour vous montrer que Héraclite parle tout le temps du un et du même, qui chapeaute, hein, qui surplombe en fait ce jeu des contraires, cette opposition, cette confrontation, cette guerre permanente. Si je dois prendre du coup une image, c'est comme si il y avait une échelle, et finalement que l'on soit en bas ou en haut, on parle toujours de l'échelle. Le haut est en bas et le bas est en haut. Tout ce qui est en haut, c'est la même chose, trimégiste. Oui, alors Hermès Trismégiste disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est proche. Et l'échelle, Ben oui. la fille là, c'est Ézéchiel. L'échelle d'Ézéchiel, oui, Voilà. bien sûr. C'est un symbole universel, hein, l'échelle. Vous les trouvez dans les textes aussi bouddhistes tibétains, il y a une échelle. Et donc, là, moi je ne me risque pas trop d'explications parce que c'est une très belle image. Le chemin ascendant et le chemin descendant sont un et le même. Moi je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, quand on va étudier Platon et les néoplatoniciens et les pères de l'Église, ils vont tous parler de ce principe de descente, hein, ou d'émanation, pour reprendre le terme de Plotin, et de remontée. Et ils disent bien, si on peut remonter, et tout homme a vocation à remonter, c'est qu'il y a eu un phénomène de descente. Pas de chute ou de péché, mais de processus d'incarnation de l'esprit vers la matière, et donc de remontée de la matière vers l'esprit. Ils vont tous parler de la même chose. Les théologiens, ils vont dire, ah bah il y a l'aller-retour. Voilà. Donc s'il y a eu l'aller, il y a le retour. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord
sur les modalités du retour. Rapide, pas rapide, voie sèche, voie humide, en une vie, en plusieurs. Alors là, il y a le choix. Mais sur le principe même, tout le monde s'accorde, enfin tout le monde. Oui. À partir du moment où il y a la vision métaphysique, tout le monde s'accorde à ce chemin qui est un, et qu'on peut, et comme aussi dans la caverne de Platon, on voit très bien, on monte, on redescend, on remonte, on redescend, et Platon définit le philosophe comme ça, par celui qui n'arrête pas de monter et de descendre, et qui ne s'arrête nulle part. Même dehors, avec la vision du soleil, on n'est plus philosophe si on reste fasciné par la lumière des idées, ou la lumière du soleil, la lumière du divin. Il faut redescendre, et remonter, et redescendre. C'est comme ça qu'il définit la philosophie, je trouve ça très beau. Parce que ça suppose aussi qu'il y a un questionnement qui fait qu'on monte et qu'on redescend, parce qu'on est bien dehors de la caverne de Platon. On voit la lumière, on voit tout, on est dans une sorte de béatitude. Et la question c'est, bon ben, je redescends dans la caverne. Donc il y a toujours un questionnement pour cette dynamique. C'est ce qui est intéressant dans ce que va reprendre Platon et beaucoup d'autres après, cette notion de dialogue ou de dialectique. Alors, on continue. Le fragment 80. Il faut savoir que la guerre est commune. Alors, l'adjectif commun, on peut l'entendre de plusieurs manières. Il faut savoir que la guerre est commune. La justice discorde. La justice est discorde. Vous entendez bien? Oui. Parce qu'eux, ils nous disent souvent qu'on est sourd. Bon, ben, voilà. La justice discorde, que tout se fait et se détruit par discorde. Il faut savoir que la guerre est commune. La justice discorde, que tout se fait et se détruit par discorde. Donc, guerre, discorde. Et, alors, la traduction de Simone Weil, elle est intéressante parce qu'elle dit « Il faut savoir que la guerre est liaison, union, que la justice est lutte, que toute chose se produise conformément à la lutte. » C'est paradoxal, hein, quand je disais les énigmes, je trouve ça. Ça me fait plus de sens par rapport au fragment 53. La traduction de Simone Weil, oui. C'est pour ça que je me permets, c'est un peu plus lourd, mais parfois de vous donner les traductions de Simone Weil parce que je trouve qu'elle a une pertinence et qui fait voir d'autres choses. Alors, elle dit, le 80, il faut savoir que la guerre est liaison, union, que la justice est lutte, que toute chose se produise conformément à la lutte. Oui, il y a d'autres choses dans ce qu'elle dit. Elle fait voir aussi cette idée de liaison. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'éthique, enfin, ou dans une super éthique métaphysique, dans le sens où il n'y a pas la question qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Si, dormir alors qu'on pourrait être éveillé, ça c'est pas génial, il nous le dit, de manière assez directe. Mais il ne va pas donner de leçons de morale. Ça c'est clair. Donc, en fait, ce que je comprends, moi, petitement de tout ça, c'est que Héraclite va dénoncer la manière habituelle dont on oppose les contraires. C'est-à-dire une manière binaire, absolue, radicale, statique, alors que là, ils s'engendrent mutuellement, réciproquement, et ils sont les aspects indissociables de l'unité. Donc les contraires, je vous lis ce que
formule à laquelle je suis arrivée, c'est que les contraires sont des seuils qui délimitent et définissent un intervalle de changement. Les contraires sont comme des seuils qui délimitent et définissent un intervalle de changement et ce qui permet de comprendre le cadre dans lequel se passent ces transformations. Les contraires sont des seuils, et c'est-à-dire des limites en fait, qui délimitent, définissent un intervalle de changement. Enfin, ça me semble très important à la notion de seuil, de limite. Parce que ça, chez les Grecs après, ça va être fondamental. Toujours cette obsession d'éviter la démesure. Ça, c'est ce que Camus a vraiment très bien capté et compris de la pensée grecque. Il y a de la mesure, il y a de l'ordre, il y a une norme, il y a des limites. Je vais vous lire un fragment que je trouve absolument extraordinaire. C'est le 94, par rapport à ce problème de limite ou de seuil. Le 94, il dit « Le soleil ne franchira pas ses limites. Sinon, les Érinies, auxiliaires de la justice, sauront bien le découvrir. Le soleil ne franchira pas ses limites, sinon les Érinies, auxiliaires de la justice, sauront bien le découvrir. » Et là, Simone Weil a dit à peu près la même chose, car le soleil ne franchira pas ses mesures, autrement les Érinies, alliés de la justice, le surprendraient. Alors je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire que même le soleil, il y a des limites à ne pas franchir. Les Érinies, c'est des sortes de créatures dans les tragédies grecques, les tragédies d'Échille, d'Euripide, c'est des créatures souvent vengeresses, qui sont effectivement, qui représentent le destin, la justice. Et elles ont souvent soif de vengeance. C'est-à-dire quand on a transgressé la loi, comme une certaine Antigone, quand on a transgressé la loi, la mesure, la norme, eh bien, ce n'est pas anodin. Ça déclenche une réaction. Les Érinies. Et souvent, c'est des créatures terrifiantes parce qu'elles réclament vengeance, justice, donc on les craint, les Érinies. Mais dans les tragédies grecques, c'est par rapport à l'humain, au comportement humain. Donc, il faut savoir qu'on est sous le regard des Érinies. Bon, donc, attention, pas d'excès, pas de démesure, pas d'hubris. Mais là, ce qui est, je trouve, fantastique, c'est que ça s'applique au soleil. Ça veut dire qu'il y a une loi cosmique. Il y a un ordre cosmique, il y a une harmonie cosmique qui intègre cette notion de seuil, de limite, de mesure. Pythagore parlait de l'harmonie des sphères. Vous voyez, on est proche. Là, c'est le soleil. Donc, attention le soleil. Vous voyez, c'est l'homme qui se permet de dire, voilà, le soleil, il est soumis à la même loi que l'homme. Et là, on voit déjà en filigrane, ou pas en filigrane du tout, de manière assez directe peut-être, cette notion grecque, mais vraiment les plus importants, qui est cette analogie entre le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire l'individu, l'être humain et l'univers. Ce sont les mêmes lois. On est tous soumis aux mêmes lois, aux mêmes normes, aux mêmes limites. Vous voyez, chez Héraclite, il y a déjà cette notion de mesure, de limite, qui va ensuite être repris. Ça va ? Donc, le conflit, la guerre, la discorde animent l'univers, et ce
qui va en fait engendrer, ou plus exactement permettre de retrouver l'harmonie qui est toujours là, qui préexiste à ce conflit des contraires. Et je vous rappelle le fragment 54, l'harmonie invisible vaut mieux que celle qui est visible. Et ça donne une des clés, je crois qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière, une des clés de l'art grec. De la beauté de l'art grec. Enfin, disons, bien sûr, il y a une harmonie visible, une proportion, juste proportion, tout ce que vous voulez. Mais cet art, il n'est pas là simplement pour satisfaire nos sens esthétiques. Il est là aussi pour essayer de transmettre cette harmonie invisible. C'est l'équilibre. Cette harmonie. C'était équilibre, déséquilibre. Ouais. Si on dit équilibre, il faut ajouter le déséquilibre. Parce que l'équilibre tout seul, on sait ce que c'est. C'est l'inertie, le côté statique. Or là, tout est en mouvement. Ce qui est, le fragment 8, ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde. Bon, ça reprend un petit peu les mêmes choses. Ce qui est contraire est utile. Et parfois, non, on n'aime pas les contraires. Ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Alors, c'est pas facile à comprendre. Pardon, oui. Sur cette question de contraire, quand vous avez dit harmonie, équilibre et déséquilibre, j'ai presque le doute maintenant. Est-ce que c'est le verbe ou la liaison? Dans, par exemple, équilibre et déséquilibre. Oui. C'est le verbe ou la liaison? La liaison. J'avais presque Mais on peut aussi le comprendre dans le verbe. Vous savez, l'histoire du fleuve, nous nous baignons et nous ne baignons pas dans le même fleuve. Bon, là, c'est la liaison. Mais oui, on peut le comprendre comme le verbe aussi. C'est ça qui est intéressant avec ces énigmes, c'est qu'on peut s'amuser. Voilà. Oui, difficile de dire que l'équilibre, c'est du déséquilibre. C'est difficile à dire. Ben, c'est difficile à concevoir. Eh oui, c'est peut-être la preuve que là, on se rapproche un peu du réel. Pourtant, Oui. on est debout parce qu'on est en déséquilibre quand on marche. Quand on marche, c'est un très bon exemple de la marche. On est obligé de se mettre en déséquilibre. Ah. Et ce moment, il est plein de risques. C'est pour ça qu'on prend une canne. C'est pour ça qu'on prend une canne. C'est là, c'est aussi cette image de l'intervalle. Hein. C'est pour ça que, par exemple, les Égyptiens représentaient souvent les dieux ou les pharaons avec un pied devant. Je pense qu'il y en a là, mais voilà. Et après, il y en a aussi qui sont hiératiques, les pieds joints, etc. Ça, c'est une autre signification. Mais souvent, pour justement exprimer cette dimension d'un devenir, et les Égyptiens étaient très sensibles à cette notion du devenir, de la métamorphose, eh bien, il y a un pied. Oui, oui. Parce qu'en fait, il faut l'imaginer en marche, enfin, voilà, en train de marcher. Donc oui, c'est un très bel exemple. On se met tout le temps en déséquilibre. Et après, on se rapproche aux branches. C'est pas parce qu'on dit nous on pose les contraires. Oui. Il y a toujours. Ce qui change, c'est les proportions. Je trouve qu'on le ressent vachement en musique, ça. Parce que en musique, on a trop d'équilibre dans une musique, au final, on se lasse un petit peu. Et dès qu'il y a un déséquilibre, c'est là où ça capte l'attention de celui qui écoute la musique. Oui, c'est un très bon exemple parce que la musique, l'harmonie. Et je vous avais donné aussi cet exemple qui permet de peut-être se rappeler que la déesse Harmonia en Grèce est la fille d'Arès et Aphrodite.
c'est-à-dire du dieu de la guerre, carrément, et Aphrodite, la déesse de la beauté, de l'amour, de la cohésion des choses. Donc oui, pour avoir une véritable harmonie musicale, je ne suis pas musicienne du tout, mais c'est aussi une question d'intervalle. Oui, il y a quand même une loi cosmique en musique. Enfin, C'est ça. Il y a un fil conducteur et après on rajoute des déséquilibres. C'est ça. Donc il y a de la consonance et de la dissonance. Et on sent bien, s'il y a trop de dissonance, bon, et s'il y a trop de consonance, peut-être on s'endort. Sinon, Les statues grecques sont statiques par rapport aux Égyptiens qui ont le pied en avant. ah, les statues grecques, elles sont. Non, on ne peut pas dire qu'elles soient statiques parce que, bon, d'abord, il y a toute une évolution. Hein, il y a l'art archaïque qui est beaucoup plus hiératique, comme les Corées et ça. Et puis après, c'est tous les mouvements, la volonté, les mouvements du corps humain. Hein. Mais j'insiste, au moins jusqu'à la période hellénistique, là peut-être il y aura une recherche de l'esthétisme, de la forme pour la forme. Mais avant cela, dans la période classique de l'art grec, c'est un art métaphysique. Enfin, c'est un art qui a vocation de transmettre un principe métaphysique. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller, par exemple, je sais pas, dans un musée ou en expo, et de passer du temps, si c'est possible, ou de faire le tour de la statue. Bon, la Vénus de Milo, par exemple, au Louvre, c'est possible, on peut en faire le tour. Enfin, de prendre le temps, de faire le tour, pour essayer de capter justement ce qui est invisible, l'harmonie invisible. Et pas simplement, ah bah oui, le corps est bien proportionné, voilà, le corps est beau, ça me parle, bon, c'est beau. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que un occidental, mais aussi peut-être un chinois, un japonais, un mexicain, va aussi être ému par cela? C'est qu'il y a donc un principe métaphysique universel à travers ça. Sinon, nous on est pétris peut-être de ces canons grecs dont on y est sensible, mais quelqu'un d'une autre culture ne serait pas sensible. Et pour la musique, bon, c'est un peu identique, je pense. Ça me fait penser à Bach, par exemple. Oui. C'est des intervalles de notes qui sont très réguliers. C'est ça la beauté. Enfin, on n'entend pas dessus, enfin, quand on aime la musique, mais on ne sait pas trop pourquoi, et en fait, quand on l'analyse, on comprend mieux. Ouais. Très bon exemple. Alors, c'est pas facile, et ils nous le disent ensuite. Ils ne comprennent pas, bon, bah, c'est contemporain, hein. Mais on peut aussi le prendre pour nous. Oui, c'est un fragment. C'est le 51. 51. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder. Voilà, regarde François. Il était déjà conscient de notre difficulté. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder, mouvement en sens contraire, comme pour l'arc et la lyre. Ça, je vous avais déjà donné cet exemple la semaine dernière. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder, mouvement au sens contraire, comme pour l'arc et la lyre. Bon, ben, l'arc et la lyre, c'est les deux attributs d'Apollon, du dieu Apollon. L'arc, bon, ben, qui tue, hein, flèche, et la lyre, qui est symbole d'harmonie, de musique, de beauté harmonieuse. Donc, cet arc, comme on l'avait dit, hein, l'arc, bios, il est la vie et la mort. Bon. Voilà, il est les deux en même temps. Ça, c'était le premier sujet. Le jeu des contraires et la transformation des éléments. Il y a un deuxième sujet qui est dans la continuité de ces physiologues de l'école de Millet, c'est de chercher quel est le principe éternel, primordial, qui pourrait être la racine métaphysique de l'univers. Cette unité, là, qui chapeaute
dialectique des contraires, cette unité, comment peut-on en parler? Quelle est-elle? Et c'est là où il va apporter une innovation en disant c'est le feu. Voilà. Ses prédécesseurs avaient dit autre chose. Thalès avait dit c'est l'eau. Tout vient de l'eau. C'est-à-dire le côté aquatique. L'autre avait dit non, enfin il n'avait pas dit non d'ailleurs, il avait dit pour moi c'est l'air. Pour qui, moi? C'est Anaximène qui disait. Anaximandre disait c'est l'infini. Anaxagore va dire c'est le nous. Et Héraclite, c'est le feu. Héraclite, ça, son apport essentiel, un de ses apports essentiels, c'est de dire voilà, cette racine métaphysique de l'univers, c'est le feu. C'est-à-dire, c'est pas le feu physique, c'est la racine ignée de l'univers. C'est-à-dire qui fait que les choses s'embrasent, ce qui donne chaleur, vie, lumière. Vous voyez, toutes les. Hein, c'est comme avec le et. Il y a plein de corrélats qu'on peut faire avec le feu. Et ça, c'est une image. C'est un concept, bien sûr, mais c'est aussi une image. C'est-à-dire, quand on contemple un feu, une cheminée, on peut se dire bon, bah, là, c'est quoi les associations? C'est puissant un feu, c'est chaleureux, c'est lumineux, et ça bouge tout le temps aussi. Hein. Mais il y a aussi des éléments immuables. Enfin, vous voyez, ça invite à la contemplation, en fait, je trouve, ces fragments. Quelles sont les qualités du feu? Et après, on va avoir les feux. Hein, c'est-à-dire, chaque feu va s'habiller du plan dans lequel il est. Il dit très bien, il y a un très joli fragment où il dit que le feu épouse le parfum des aromates qu'on y met dedans. Donc on a le feu parfumé au thym, ciboulette ou basilic, si vous voulez. Donc là on a les feux. Donc ces feux, ils changent tout le temps, mais on a la racine métaphysique qui est le feu comme principe igné qui va être à l'origine pour Héraclite de l'univers. Ça, c'est un de ses grands apports par rapport aux autres. Et le feu donne? Alors, oh, tu vas trop vite. non, pardon. C'est, voilà, donc il dit, il y a le feu, et en même temps, tout ce que l'on voit, tout ce qui change, hein, ce ne sont que des transformations, que des métamorphoses de ce feu. Donc, effectivement, il va dire qu'il y a une transformation du feu. Le feu va, en quelque sorte, mourir pour donner l'air. L'air va mourir pour donner l'eau. L'eau va mourir en tant que telle, hein, pour donner la terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque la terre meurt pour donner le feu. C'est une transformation cyclique. Et là, on comprend bien, le fragment 103, dans la circonférence d'un cercle, le commencement et la fin se confondent. Dans la circonférence d'un cercle, le commencement et la fin se confondent. C'est pour ça qu'après, Platon, entre autres, va toujours considérer que le cercle est l'illustration, l'image même de la perfection, parce qu'il n'y a ni début ni fin. Dans la circonférence d'un cercle, le commencement et la fin se confondent. Il est impossible de savoir où ça commence, où ça finit. Et là, c'est pareil. Tout est transformation du feu, mais donc avec cette transformation en air, en eau, en terre, en feu, enfin, on ne sait pas quand le processus a commencé et quand il finira. Ça, c'est vraiment
une expression de cette vision cyclique. Close le cercle. Donc on peut affirmer que c'est le feu, du coup, si on suit sa logique. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher, hein. Ouais. Ah ouais, il y a le truc là. Ouais, Eh ben j'en sais rien. Oui, non, non. Ces transformations, elles sont dans le monde manifesté. Hein, le feu va donner l'air. Là, il y a cette cyclicité. Mais au-delà, dans le plan métaphysique, lui, il capte. Je ne peux pas vraiment dire autre chose. Il pense que c'est ce principe igné du feu qui est la racine primordiale de l'univers. Que le monde n'a pas pu voir le jour s'il n'y avait pas cette racine ignée. Alors, c'est là où il faut voir, je crois, les présocratiques, pas comme des gens qui s'opposent, mais qui se complètent. Parce que, en fait, quand Thalès dit c'est l'eau, ben, il n'a pas tort non plus. Puisque l'aquatique, on sait aujourd'hui. Donc, en fait, chacun va apporter son intuition, du coup. oui, sa vision. Enfin, moi, parce que c'est pas logique. Enfin, hein, c'est pas. Il pourrait dire Dieu. Enfin, je veux dire, c'est aussi c'est l'unité. Lui, il la voit comme le feu, l'expression de. Il est dans la même logique que la guerre, finalement, puisqu'il a parlé de la guerre comme moteur, comme Oui. déclencheur. Oui. Et là, La guerre, on est dans les contraires. Là, on est vraiment au-dessus. Au-dessus. Et c'est vrai que sans embrasement, est-ce que l'univers aurait vu le jour? Sans eau, enfin sans principe aquatique, est-ce qu'il aurait vu le jour? Sans air, non. Et la terre, après, c'est... Aucun n'a dit la terre. C'est intéressant. Le feu, on a le feu, l'air, l'eau, l'infini. Déjà, cette notion d'infini, elle y est déjà dès ce moment-là. Et Anaxagore va rajouter le nous, c'est-à-dire l'esprit, le divin. Enfin, le mec qui va être traduit. Là, on est obligé, enfin, on va faire la pause là, peut-être, hein, puis je vous lirai les fragments. Il parle du feu. Bon, voilà. Là, je ne peux pas expliquer pourquoi il a choisi le feu plutôt que. C'est ce qui a le plus d'énergie tout de même. Le feu, c'est ce qui contient le plus d'énergie. C'est l'énergie qui crée le monde. Oui, bah dans l'eau, il y a aussi de l'énergie. Dans Donc, c'est la des chaleur. types différents d'énergie. Mais, La chaleur, moi je crois. la chaleur. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est de voir les associations d'images qu'on peut faire avec le feu. C'est sûr, ce n'est pas les mêmes images que l'eau. Hein, quand Gilbert Durand parle de constellation symbolique, bon, ben, voilà, il y a plein de symboles associés au feu. Et après, on voit bien que dans la transformation des contraires et la notion de seuil et de limite, on voit bien que tous ces éléments peuvent être totalement hubris, dans la démesure. C'est les inondations, c'est les incendies, c'est tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça qui est à craindre. Et en même temps, le feu, c'est l'amour. Le feu, c'est l'amour. Aussi. Une dernière. Ah, puis après, on va faire la Est-ce qu'il y a chez Héraclite une explication du passage peut-être du feu igné au feu matière? Non? Et est-ce qu'il y a des rattachements avec des figures du Panthéon, par exemple, Zeus, le tonnerre? Alors, j'avais vu la dernière fois qu'il n'aimait pas trop les dieux à visage humain et tout ça. Par contre, il va parler de la foudre. Alors bon, après ça sera Zeus, hein, mais la foudre gouverne l'univers. Ça c'est le fragment 64. Oui, la foudre gouverne l'univers. Tout sera jugé et dévoré par le feu. Enfin, voilà. Et alors après, ça va, les stoïciens vont s'emparer de ça. Oui, avec le fameux Inazeus de Cléante. Merci André, j'ai retrouvé. Oui, après ça va être récupéré. Mais voyez que c'est ça qui est quand même surprenant. C'est qu'on a déjà tout là. C'est toujours ce qui m'émerveille.
c'est que dans des tout petits... c'est des graines, hein, c'est des fragments, c'est des graines, c'est très condensé, c'est très... Hein, mais après, si on le développe, bon, ben, ça va donner toute la philosophie grecque. C'est vrai. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Quand Lévinas nous parle du même, de l'autre, on est là. Sacré Hérac. Hein, sacré Héraclite, hein, c'est quelqu'un. Fragment 16. Qui se cachera du feu qui ne se couche pas? C'est par rapport au... pourquoi le feu? Qui se cachera du feu qui ne se couche pas? Alors, là, on peut aussi comprendre feu, soleil, évidemment. Je ne vais pas tout vous dire. Tout sera jugé et dévoré par le feu qui surviendra. Ça, c'est le 66. Le 65, feu, famine et abondance. Vous voyez? Encore les contraires. Feu, 2 points, famine et abondance. C'est un peu hermétique. Yes. Et si déjà on a compris ça, au bout des 3 conférences de c'est déjà pas. Moi j'aime bien. Alors, il y a des très beaux fragments sur cette transformation cyclique, sur l'âme. Fragment 36. Pour les âmes, mourir, c'est se changer en eau. Pour l'eau, mourir, c'est devenir terre. Mais de la terre vient l'eau, et de l'eau vient l'âme. Bon, c'est le fragment 36. C'est-à-dire que là, on voit vraiment le côté cyclique. Pour les âmes, mourir, c'est se changer en eau. Ça veut dire que l'âme, elle a un aspect igné, enfin de feu, puisque lorsqu'elle meurt, elle se change en eau. Feu, eau. L'air, il n'est pas là. Voilà. Donc, peut-être que les âmes, c'est un mélange de feu et d'air. Un air igné. Un souffle. Hein. Les pythagoriciens parlaient de l'âme, pneuma, le souffle. Donc, de l'air. Mais un air, pas un air humide, froid, un air sec et chaud. Okay. On reparlera de l'âme la semaine prochaine. Donc, pour les âmes, mourir, c'est se changer en eau. Pour l'eau, mourir, c'est devenir terre. Vous voyez, c'est une métamorphose qui inclut la mort. Mais de la terre, ça c'était moins évident, vient l'eau, et de l'eau vient l'âme. Alors, c'est sûr qu'on peut interpréter de mille et une manières hein, sur ce côté cyclique de l'âme. Est-ce que ça veut dire que ça suppose la métempsychose, la réincarnation, l'immortalité? Ça, il ne dit rien là-dessus. C'est tous ceux qui vont venir après qui vont développer tout ça, interpréter. Un autre très beau fragment, le 31. Les transformations du feu sont en tout premier lieu la mer. La mer. M-E-R. Et la moitié de la mer est terre. Et la moitié prestère, c'est un vent tourbillonnant. Donc là, il y a l'air. Là, il y a le feu, eau, air. Vous voyez? Feu, eau, air. En même temps, enfin. La terre devient mer liquide et est mesurée avec la même mesure qu'avant de devenir terre. Bon. On n'a pas trop le temps de s'attarder là-dessus, mais il y a la notion de mesure, là, toujours. Il y a une mesure, il y a des limites, hein, j'insiste, il y a des normes qui président à tout ça. Le monde est un cosmos, l'univers est un cosmos, c'est-à-dire un univers intelligent, ordonné, et que l'on peut comprendre, intelligible à l'homme. Un cosmos. Fragment 76, le feu vit la mort de la terre
Et l'air vit la mort du feu. Là, on a le feu vit la mort de la terre. C'est-à-dire que la terre, en mouvant, va donner le feu. L'air vit la mort du feu. C'est-à-dire que quand le feu meurt, ça donne l'air. Là, c'est l'air. L'eau vit la mort de l'air. Et la terre, celle de l'eau. Là, on a le fragment 76 qui va être repris par les alchimistes, par un certain nombre d'ésotéristes sur la symbolique des éléments, avec le feu, l'air, l'eau, la terre, et avec parfois l'éther, qui est la quintessence. Quintessence, la cinquième essence, hein, c'est-à-dire l'unité qui est à la fois 1 et 5. L'infini. Ça peut se commenter. On se verra à la fin. Donc, pour dire les choses simplement, tout procède du feu et y retourne. C'est-à-dire que le feu, c'est l'élément protéiforme qui entre dans la composition des trois autres et qui explique cette cyclicité. Donc il explique aussi, enfin en tout cas, il n'explique pas, non, mais on peut comprendre que pour lui, il y a un phénomène, il y a deux processus contraires, un processus d'embrasement qui va transformer vers le feu et un processus de refroidissement qui va du feu à la terre. C'est Anaximène qui avait déjà décrit le processus de condensation et de raréfaction de l'air. Il n'est pas non plus complètement innovant. Anaximène, qui était avant lui, il avait expliqué le processus de condensation et de raréfaction de l'air. Donc, bon, pour Héraclite, c'est le feu, mais c'était déjà un apport des présocratiques. Alors, avant d'arriver à l'explosion générale, autre sujet, c'est la notion de logos. Alors là, ça pourrait nous prendre toute une vie. On va le traiter en une demi-heure. La connaissance à l'écoute du logos. Le problème, c'est que, effectivement, on a 4 fragments, où il est question du logos. Et pour beaucoup d'interprètes, Héraclite, c'est le logos, c'est le logos, c'est le logos, c'est le logos héraclitéen, enfin bon, tout le monde a le terme logos à propos d'Héraclite. Alors il est vrai qu'il introduit cette notion de logos dans 4 fragments, je vais vous les lire, d'une certaine manière, qui est assez générale, et après, il y a toutes les interprétations qui ont été faites de ce terme logos, qu'on emploie pour dire le savoir, la connaissance, la parole, la perception qu'on a du monde, certains vont jusqu'à dire que c'est la cause, la loi, le principe de l'univers. Il y a plein d'acceptions du mot logos. Hein, ça a donné beaucoup de noms nos langues. Et donc, ce qui est très difficile, là, par rapport à ce sujet, c'est de se défaire de toutes les notions qu'on peut avoir du logos stoïcien, du logos d'Aristote, enfin tous ceux qui ont parlé de logos, c'est-à-dire à peu près tous, pour revenir à la notion d'Héraclite. Et là, moi je crois que le mieux, c'est de se faire sa propre opinion, en revenant aux fragments, sans trop se dire ah mais c'est parce que il y a plusieurs hypothèses qui vont être développées par la suite, d'en faire vraiment une hypothèse cosmologique, c'est-à-dire le logos, c'est la structure de l'univers, c'est la norme, c'est la loi, c'est l'unité qui structure l'univers. Bon.
et d'autres qui vont dire non, 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 c'est simplement la possibilité par le verbe, par la parole, par la pensée, de connaître l'univers. Et c'est quand même différent. Soit un truc vraiment structurel de l'univers, à laquelle évidemment on ne peut pas échapper, la racine, justement, des limites, des seuils, tout ça, ou de dire non, non, le logo, c'est l'intelligence. C'est de savoir qu'on peut s'approcher de ce logo et de le comprendre. D'où la connaissance, etc. Donc, voilà, il y a autant d'hypothèses que d'auteurs. Et donc, restons très, je pense, prudents quand on parle du logos d'Héraclite, parce que c'est vrai qu'il est un des premiers à, semble-t-il, à poser la notion qui va avoir une postérité énorme, peut-être la plus grande de la philosophie, et sans savoir exactement ce qu'il a voulu dire. Vous voyez, comme quoi? Donc, il a touché, tout ce qu'on peut dire, c'est que si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il a touché quand même quelque chose d'important, de puissant, d'essentiel, d'existentiel, et qu'ensuite, tout le monde s'est nourri, c'est comme pour la dialectique des contraires, Nietzsche en parle, Hegel en parle, Marx en parle. Bon, et entre la vision d'Hegel et la vision de Marx, c'est quand même pas tout à fait la même. Heidegger, évidemment, va en parler. Tout le monde va s'approprier cette notion de dialectique, mais en la transformant. C'est ça aussi qui est passionnant dans l'histoire de la philosophie. Donc, le logos d'Héraclite, je vais vous lire les 4 fragments que vous méditerez Pendant la semaine. Pendant la semaine, et on fera un devoir. Non, en plus, c'est les plus longs. Parce qu'il y a le fragment 1, qui s'appelle le 1, c'est le plus long de tous. Donc, vous voyez, c'est le plus long qu'on ait conservé. Donc, je vous le lis, et vous l'aurez en photocopie. Donc, ça, c'est Simone Veil. Ça, c'est les traductions de Simone Veil. Ah oui, exactement. Voilà, là, c'est la photocopie que je te donnais parce que je sais que tu partais, mais la semaine prochaine, vous les aurez tous. Alors, le fragment 1. Ce mot, entre parenthèses, logos, les hommes ne le comprennent jamais. Voilà. Voilà, donc ça, tranquille, hein. Vous connaissez déjà. Voilà. Les hommes ne le comprennent jamais, aussi bien avant d'en avoir entendu parler qu'après. Ça, c'est génial. C'est fabuleux, le paradoxe. Comment comprendre les choses dont on n'a jamais entendu parler? C'est beau, hein? Donc, les hommes ne le comprennent jamais, aussi bien avant d'en avoir entendu parler qu'après. C'est pour ça que Diogène Laërce dit, mais vraiment, ce gars, il était arrogant, il était hautain, il prenait les gens pour des minus. Non. Non. Je vois qu'il avait bien compris la nature humaine et le fait qu'il y a certaines notions, eh bien, qui ne sont pas faciles à comprendre, et peut-être qu'on ne comprendra jamais. Et lui-même pense avoir compris. Je pense pas. Ceux qui l'aiment pas disent oui. Alors, non, je pense qu'il vous avez lu le fragment où il dit tout le monde peut être sage, tout le monde peut se connaître lui-même. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tous les hommes. Mais pour ça, il faut sortir du sommeil. Voilà. Il faut se réveiller. Bon. Donc, je continue, je n'ai pas fini le fragment. Donc, les hommes ne le comprennent jamais aussi bien avant d'en avoir entendu parler qu'après. Bien que tout se passe selon ce mot, il semble n'avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, en distinguant et en expliquant la nature de chaque chose. Mais les hommes ignorent ce qu'ils ont fait en état de veille, comme ils oublient ce qu'ils font pendant leur sommeil. C'est-à-dire, là, moi, ça me confirme dans le fait que vraiment Héraclite est un ancêtre de Socrate, sur la reconnaissance de l'ignorance
Voilà, l'homme est ignorant, mais c'est pas une fatalité. Comment on va le voir, il est pris par ses sens, ses perceptions, ses opinions, plein de choses parasites qui l'éloignent de la réalité. Mais il a en lui, moi je trouve ça très encourageant, et c'est pas du tout obscur, noir, mélancolique sur la nature humaine, méchant. C'est, voilà, il y a une ignorance à débusquer. Mais on peut, c'est la fameuse doc. Ça y est. C'est la fameuse doctignorance, ce qu'on appelle la doctignorance de Nicolas de Cuse. Bon, donc, ça c'est le fragment 1. Vous voulez que je vous la relise, rapidos? Ce mot, logos, les hommes ne le comprennent jamais, aussi bien avant d'en avoir entendu parler qu'après. Bien que tout se passe selon ce mot, vous voyez, ça veut dire quand même c'est un truc important, il semble n'avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, en distinguant et en expliquant la nature de chaque chose. Mais les hommes ignorent ce qu'ils ont fait en état de veille, comme ils oublient ce qu'ils font pendant leur sommeil. Donc veille, sommeil, tout ça, bon, et c'est pour eux. Bon, ça c'est là, le fragment 1. Fragment 2. Aussi faut-il suivre le logos commun. Mais bien qu'il appartienne à tous, le vulgaire n'en vit pas moins, comme si chacun avait une intelligence particulière. Alors ça c'est vraiment intéressant. Aussi faut-il suivre le logos commun, donc commun dans le sens de commun à tous, enfin voilà, hein, qui unit tous. Mais bien qu'il appartienne à tous, le vulgaire n'en vit pas moins, comme si chacun avait une intelligence particulière. Magnifique. C'est-à-dire chacun pense détenir la bonne vision du logos, sans se préoccuper de ce qui est quelque chose qui cimente, hein, qui cimente les visions des hommes. Le vulgaire, c'est-à-dire le peuple, humain, n'en vit pas moins, comme si chacun avait une intelligence particulière. C'est-à-dire c'est le primat de l'intelligence particulière, de son petit logos à soi, de sa petite intelligence à soi. Moi je pense, mon opinion, ma croyance, sans, en mettant ça en avant, au détriment de ce qui... Simone Veil, elle dit, pour le même fragment 2, c'est pourquoi il faut s'attacher au commun, car le commun unit. Mais lorsque le logos est commun aux êtres vivants, la plupart s'approprient leur pensée comme une chose personnelle. Là, c'est logos, pensée. Moi, je pense. Ma pensée, depuis les cartes du temps, je suis. Et ça, c'est quelque chose dont on discute souvent avec Philippe. Je veux dire, c'est très facile, plus facile d'être remis en cause par rapport à ce qu'on est, même physiquement, tout ça, que par rapport à ce qu'on pense. Parce qu'on se dit je pense, c'est pas je crois, c'est je pense. On y met tout son être. Et être remis en cause dans sa pensée, waouh! Waouh! C'est dur! Non, oui, enfin. Non, justement, parce que c'est qu'on ne pense pas vraiment. Parce que si on pensait vraiment, on serait dans le logos commun. Et on ne s'attacherait pas à une intelligence ou à une pensée particulière. On est tous là, on est tous pris. Il faut le définir, le logos commun, pour qu'on soit tous d'accord. Si ça unit, il faut bien qu'on soit tous d'accord sur ça. Il ne s'agit pas d'être forcément tous d'accord, parce que chacun va le percevoir à sa manière.
on est quand même des êtres humains incarnés, on a des perceptions, et on ne voit pas les choses de la même manière. Mais déjà se dire qu'il y a un logos commun, il y a une pensée, où il y a une loi, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est commun à tous, ça c'est déjà énorme. Et après, il ne s'agit pas de nier les pensées particulières. Moi je pense ça, toi tu penses ça, etc. Mais justement, de comprendre qu'il y a une multiplicité de visions et qu'elle n'a pas une, peut-être qui est meilleure ou qui doit exclure les autres. C'est ça, hein. C'est pas de se dire, voilà, on est bien d'accord, hein, le logos commun, c'est ça, parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais et ça c'est universel, quand les orientaux parlent de remonter justement pour voir les choses dans la globalité et de ne pas s'attacher à une chose comme si c'était le tout. Moi, ce qui me fait réfléchir, là, c'est en regardant les actualités, c'est que chaque jour, par rapport à, par exemple, ce qui se passe en Ukraine, on a des visions différentes. Là, depuis 6 mois, 7 mois, chaque jour, on nous amène des éléments sur l'histoire, sur les idéologies, les visions, etc. C'est un peu comme un puzzle. Et on se dit, bon, mais ce qu'on a dit le premier jour, c'était faux? Non. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est faux? Non. Mais tout ça est très relatif. On change de vision. Mais on a tous des ADN différents, rien que ça. Ça fait beaucoup réfléchir. Hein. Oui, donc, tous. Nous avons un ADN différent. Oui. Et ça rejoint ce que... Donc, il y a une multiplicité de pensées, il y a une multiplicité de perceptions. Voilà, il y a des choses contraires. Et c'est ça qui, si on élargit le champ de conscience, c'est bien de se dire, ah bah oui, ça, je l'intègre dans mon champ de conscience. C'est-à-dire que je ne l'exclus pas. Et l'actualité est très bonne pour ça, si on veut bien réfléchir 5 minutes. C'est, ah oui, on réfléchit comme ça, mais et si on réfléchissait en se déportant, en voyant les choses un peu autrement, ça donnerait quoi? Parce que tout ça fait partie du logos commun. Je ne sais pas si j'ai... Parce que surtout pas se mettre d'accord, on n'y arrivera jamais. Je comprends très bien, mais je me dis, s'il y a quelque chose de commun qui unit, sur ce commun-là, même si chacun interprète la déclinaison du commun à sa manière, quel est ce commun? De dire que c'est le logos, ok, mais ça veut dire quoi derrière? Un principe, quoi? Oui, c'est toujours des concepts abstraits. Donc on va dire, c'est l'être et le non-être, c'est la pensée, c'est le feu, c'est l'un, c'est l'innommable, c'est l'indicible. C'est toujours un peu par la négative qu'il est défini. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans la théologie négative. On peut définir Dieu par ce qu'il n'est pas par ce qu'il est. Donc, ce logos commun, c'est justement ce qui n'est pas particulier, ce qui n'est pas à moi, ce qui n'est pas différencié. C'est ce qui est commun. Si on pense que l'homo sapiens, parce qu'on est tous des homo sapiens maintenant, c'est plus ça, on a peut-être la capacité de percevoir un logos commun, une loi commune. Certains l'appellent Dieu, l'unité, le feu, la pensée. Enfin, après, chacun peut l'appeler aussi. Mais Edith, si on a tous notre propre définition du logos. Ah, pardon. Non, je termine vite, hein, c'est rapide. Je me méfie quand on dit c'est rapide. Moi, j'en ai. Une petite question simple. Non, si on a tous notre propre définition du logos, comment est-ce qu'on peut avoir un logos comme ça? Bah. Il n'y a pas de réponse. C'est le simple fait d'être humain, cette humanité. Il y a un processus de différenciation. Quand on parle tu peux baisser, j'ai faux regard sur la vidéo. Ah oui, c'est moi qui ai dit mais oui, il y a un processus de l'un au multiple.
et de retour du multiple à l'un. Quand on est du multiple, on se laisse fasciner par la partie. Par exemple, aujourd'hui, avec les sciences, avec le côté hologrammatique et tout ça, on sent bien que le tout est dans chaque partie. Alors, dans chaque partie, on devrait pouvoir voir le tout, non? Ah oui, c'est pas simplement Mélenchon, hein, mais ça c'est la structure de la matière, a priori. Dans chaque cellule, là, avec l'épigénétique, on sait quand même pas mal de choses aujourd'hui. Dans chaque cellule, il y a le tout. Qu'est-ce qui nous empêche de le voir? Fragment 72. Sur le logos qui leur est le plus familier, sur le logos qui gouverne tout, ils sont en désaccord et ce qu'ils rencontrent chaque jour leur paraît étrange. Voilà. Donc les hommes sont en désaccord sur ce logos qui pourtant est familier, qui gouverne tout. Ils sont en désaccord et ce qu'ils rencontrent chaque jour leur paraît étrange. Ils ne le comprennent pas. Bon, il faudrait désespérer. Ça passe. Mais ça reviendra. C'est comme Daniel, elle m'a envoyé un SMS ce matin en disant je reviens la semaine prochaine, je serai la même et une autre. Bon, donc le 72 c'est ça, et le 115, voilà, le 115, à l'âme appartient le logos qui s'augmente de lui-même. Alors là, à l'âme appartient le logos qui s'augmente lui-même. De lui-même, ça dépend. Ça dépend. Qui s'augmente lui-même, qui s'augmente de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une vision quand même d'Héraclite sur l'âme. On en a vu l'âme, le feu, tout ça. Donc ça, on développera la semaine prochaine. Et l'âme est liée au logos. Forcément, si le logos, de toute façon, est à l'origine, gouverne tout, on est tous les fils et les filles du logos. C'est ça, hein, mais on est plus absorbé, fasciné des différences de perception que par ce qui pourrait nous unir. On peut dire le verbe à la place du logos? Oui. Oui, on peut. Oui. Le verbe fait chair. Dans l'évangile Saint-Jean, hein, je pense que le verbe fait chair. C'est logos, le terme grec. C'est pour ça, on peut la parole. La parole, la pensée, le langage, la raison, l'intelligence, le savoir, la connaissance. C'est pour ça que c'est vraiment une notion essentielle et qu'il est très complexe de définir. Et du coup, pour Héraclite, ce logos, ce verbe, il est feu ligné. Est-ce que le logos est justement ce principe du feu? Sûrement. Voilà, on est très affirmatif. On est très affirmatif. C'est la grande question. Comme dit Françoise, je blague un peu, mais sûrement, parce qu'il y a quand même un aspect d'unité, de normes, de lois, de principes universels. Donc, oui, mais c'est pas pareil, parce que sinon il n'aurait pas employé le terme de logos. C'est toujours, il faut toujours dire, oui, bon, bah, finalement, c'est la même chose. Non. Parce que sinon il n'y avait pas deux mots, et encore, le grec est une langue assez pauvre par rapport à d'autres langues. S'il y a le mot différent, c'est que c'est quelque chose d'un principe différent. Donc c'est pas réductible. Mais c'est probablement en relation. Est-ce qu'il ne définit pas justement parce que c'est le tout et on ne peut pas définir le tout en soi? Oui,
Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne le définit pas réellement. Mais je crois que Plotin avait raison. Il lance comme ça des concepts qui sont plus des, je pense, des visions, des captations, des réminiscences, je ne sais pas. Et ensuite, il se dit, bon, bah, c'est aux hommes de chercher, de trouver, de comprendre. Comme lui, peut-être, a pu un peu comprendre. Donc, c'est pas une volonté, je pense, de dire, bon, je ne définis pas, parce que bon, c'est indéfinissable. Ça va venir après, ça. Mais voilà, le logos, le feu. Bon, et après, il dit, bon, vous avez la possibilité de connaître, donc allez-y. C'est aussi, peut-être pour ne pas enfermer. Définir, expliquer, c'est terrible. Expliquer, ça on enlève les plis. On explique, on enlève les plis. Mais à force d'enlever les plis, on ne peut plus penser. On ne peut plus penser. On réduit. Et justement, on s'empêche cette capacité de réflexion, de réfléchir. Plotin, c'était l'image du miroir. Hein. L'âme, elle réfléchit. Finalement, la suite de la philosophie, ça serait pas le fait de ressentir du coup, plus que de réfléchir. C'est inclus. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui est inclus dans la philosophie. La philosophie, c'est un questionnement. C'est pas qu'un questionnement intellectuel, abstrait. C'est aussi, comme il dit très bien, les faits, je ne sais plus comment il dit. Il semble n'avoir aucune expérience de parole et de faits tels que je les expose. Tout ce questionnement, il est nourri d'expérience, de perception, et ça on le voit dans l'histoire de la philosophie. Les empiristes anglais, ils se basent sur l'expérience, la phénoménologie, c'est les phénomènes, c'est les perceptions, les sensations, c'est inclus dedans. Enfin, moi je vois vraiment comme un aller-retour, on piche quelque chose, on croit piger quelque chose, bon, ben, on va essayer de le confirmer ou de l'infirmer par ce qu'on vit, par les expériences, par le quotidien. Et puis, ça permet de revoir les choses, et puis on remonte. Ouais, c'est vrai que l'allégorie de la caverne, je la trouve extraordinaire, parce qu'il y a plein d'interprétations possibles. Mais bon, on est enchaîné, ok, on se libère, quelqu'un nous libère, bon, on monte, on voit les choses un peu plus telles qu'elles sont. Bon, on redescend. Si on garde la mémoire de ce qu'on a vu dehors, ça nous aide à revoir les choses autrement quand on rentre à l'intérieur, et on ressort, et on revoit. Et c'est un processus dans lequel on n'a jamais la sagesse, comme disait Pythagore. Moi, je ne suis pas sage, je suis philosophe. Il faut l'intégrer. J'aime la sagesse. Voilà. J'aime la sagesse. Et c'est intéressant que dans certains fragments, c'est traduit par sagesse. J'aime la sagesse. Je suis philosophe, j'aime la sagesse. Je ne la détiens pas, mais je l'aime. Et le fait de l'aimer me fait tendre vers, me donne la possibilité de tendre vers. Ça ne veut pas dire que je l'atteigne. Je vais vous en lire une pour finir, qui va vous, qui me laisse dans la perplexité totale. Et, le 116, je l'ai déjà lu, mais à tous les hommes il est accordé de se connaître eux-mêmes et de faire preuve de sagesse. La sagesse consiste en une seule chose, la connaître la pensée qui gouverne tout et partout. La sagesse consiste en une seule chose, à connaître la pensée qui gouverne tout et partout. Là, c'est pas logos qu'il emploie comme terme, la pensée. Donc voilà, on peut dire pensée, logos, feu, tout ça, c'est pas pareil, c'est analogique. Simplement, quand on dit c'est pareil, c'est-à-dire on aplatit. Oui, mais le logos contient la pensée. Ah bah, voilà, logos, c'est la pensée, c'est le langage, on dit égal. Principe d'identité, égal. Et là, c'est le principe de contradiction, enfin de contradiction. Il y a une différence. Peut-être que la pensée peut rentrer en conflit avec le feu. Ou la pensée peut rentrer en conflit avec le logos. Mais c'est la guerre. La pensée peut rentrer en conflit avec le logos. Sauf si c'est la même chose. Mais si c'est différent,
Une pensée stratégique. Est-ce qu'on peut utiliser le terme d'hypostase? Ouf. Oui. C'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est un gros mot. On l'emploie à propos de Plotin. C'est un mot qui fait partie du vocabulaire de la théologie. Les hypostases du divin, c'est-à-dire voilà, des facettes, on va dire. Des facettes dans la Trinité chrétienne, on peut dire, bon ben voilà, c'est des hypostases. On en parle depuis 2000 ans, de cette histoire, donc c'est complexe. Donc c'est vraiment un concept vraiment théologique, où c'est les hypostases du divin. Là, Dieu, il n'y est pas trop, hein. Le nom, enfin, théos. Il n'emploie pas le terme de théos. Donc ce mot, c'est vraiment destiné plutôt à toute la partie théologique. Plus théologique, oui. La question du principe premier est Dieu. Oui. 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 Ça, les théologiens s'en sont emparés. Et le premier, à propos duquel on en parle, je pense, c'est Plotin, avec l'être, enfin l'être 1, l'intellect, là, etc. Mais c'est un mot, quand je dis gros mot, c'est un mot vraiment complexe à définir. Ah bah oui, celui pour méditer dans la semaine. Celui-là, vraiment, je ne sais pas comment le comprendre. Parce qu'il n'y a pas peut-être de traduction, je ne sais pas. C'est le 18. C'est chaud là. Le 18. Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré, qui est introuvable et inaccessible. Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré, qui est introuvable et inaccessible. Vraiment, ça me rend perplexe, parce que chez les Grecs, on ne trouve pas tellement la notion d'espérance. Vous rappelez l'histoire du mythe de Pandore, là-bas de Pandore, on trouve l'espérance, c'est ce qui reste à l'intérieur. Il n'y a pas cette notion d'espérance. Après, c'est beaucoup plus dans la théologie chrétienne qu'on va parler d'espérance. Mais les Grecs, ils espèrent rien. Enfin, ils en parlent pas. Il n'y a pas. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché le mot grec, parce que Simone Veil, elle traduit aussi pareil. Si on n'espère pas, on ne trouvera pas l'inespéré, car on ne peut le chercher, il n'est pas de voie vers lui. De toute façon, la traduction, c'est pareil. Oui, avec espérance ou sans, on ne trouvera pas parce qu'on ne peut pas. Voilà, c'est. Alors, j'ai trouvé une autre traduction, qui dit autre chose. Si tu ne t'attends pas à l'inattendu, tu ne le découvriras pas, étant non découvert et sans accès. Alors, là, c'est autre chose. Là, c'est une autre interprétation. Si tu ne t'attends pas à l'inattendu, et pas inespéré, hein, tu ne le découvriras pas, étant non découvert et sans accès. Ça veut dire que là, ça pourrait vouloir dire qu'il faut s'attendre à l'inattendu. Par contre, il y a la notion d'espérance. Non, il n'y a pas de notion d'espérance. Dans la troisième. Il ne cite pas ce que vous voulez dire. Non. Non, c'est l'inattendu, c'est pas l'inespéré, c'est l'inattendu. C'est pas pareil, hein. Ça donne cette notion d'espérance, de chercher. Oui, mais bon, je vous les livre comme ça, parce que franchement, là, c'est pas évident de comprendre ce qu'il a dit. On va arrêter là, parce que c'est bien. Ça fait un peu apocalyptique. Ah, ça va aller. Qu'est-ce que vous voulez? Tu nous redis celui-là. Il y a trois. Ah, le dernier. Si tu ne t'attends pas à l'inattendu, tu ne le découvriras pas, étant non découvert et sans accès. Ça veut dire, pour moi aussi, qu'il y a de toute façon quelque chose qui va rester à jamais
caché, mystérieux, inaccessible.